Ça fait très plaisir de vous voir si nombreux aujourd'hui à Alençon pour une rencontre qu'on a située au cœur du festival Poésie et davantage. Et moi je suis particulièrement heureux d'être assis entre Ernest Pignon-Ernest et André Welter pour ce moment qu'on va passer ensemble. Pour celles et ceux qui n'auraient pas la chance encore de connaître ton travail et qui vont le découvrir, on en parlera plus précisément tout à l'heure, mais je dirais juste que tu es un dessinateur d'exception, avec une œuvre que tu proposes en situation dans la rue. On te présente souvent... je reviendrai. On en reparle tout à l'heure. On te présente souvent comme un pionnier de ce qu'on appelle le street art, et des artistes comme JR ne cessent de se revendiquer. On a beaucoup de choses à se dire. Ne cesse à se revendiquer de toi. Quant à André Welter, poète, écrivain, éditeur, qui a dirigé pendant quasi 20 ans ou plus de 20 ans Poésie Gallimard. Jusqu'à ce que Jean-Pierre Siméon prenne le relais. Et... Ça a été pensé à la programmation, on a fait des liens. Oui, avec Jean-Pierre c'est assez fréquent, c'est-à-dire qu'on est amis depuis plus de 30 ans et c'était tout naturel qu'il y ait ce passage de témoin. Voilà, et prix Goncourt aussi de poésie il y a quelques années. Bref, c'est un vrai plaisir. Jean-Pierre l'année prochaine, sûrement. C'est ça. C'est un vrai plaisir d'être avec vous donc, pour parler de poésie. Alors, on va parler de différentes choses. On va parler notamment de votre dernier livre qui s'appelle Annoncer la couleur, qui est sorti il y a quelques mois chez Actes Sud. On va parler beaucoup aussi d'un autre livre que vous avez publié ensemble chez Actes Sud qui s'appelle Ceux de la poésie vécue, que vous pouvez retrouver aussi au salon. On va parler de l'ouvrage publié chez Delpire, de l'anthologie chez Gallimard aussi. Mais avant cela, j'aimerais qu'on puisse évoquer ton travail, Ernest, que tout le monde dans la salle ne connaît peut-être pas. Certains, j'en suis sûr, le connaissent et l'apprécient, d'autres vont le découvrir à travers l'exposition notamment qu'on a proposée dans la salle. Et peut-être pour commencer, pourrais-tu nous dire un mot de la photo d'Hiroshima qui est reproduite dans l'anthologie de Gallimard et qui a une importance particulière dans ta démarche, dans ton œuvre, je crois. Je n'ai pas pensé à ça, mais tu as raison. En fait, moi j'avais envisagé de faire de la peinture et je me suis trouvé confronté à ce problème du nucléaire. C'est-à-dire que je raconte très vite, en 1965, j'avais fait quelques économies en travaillant pour des architectes et je me suis rendu compte que j'avais de quoi vivre un an à peu près, mais pas en restant à Nice, je suis niçois, et je suis parti vers le Vaucluse, mais un Vaucluse un peu fantasme, mais un mythologie. Pour moi, c'était une espèce de Toscane, vous voyez, j'étais Pétrarque, René Char, donc je suis parti vers le Vaucluse en pensant rester un an dans un village me consacrer à la peinture. Et j'ai découvert à 30 km de l'endroit où je m'installais, et on était en train d'implanter la force de frappe atomique, les fameux silos. Vous voyez, pour ceux qui ont mon âge, voilà, c'était vraiment 17 silos, presque 1000 fois Hiroshima, enquistés quasiment sous les lavandes ou sous les champs d'amandiers, quoi, vous voyez. Et donc, je me dis, ben voilà, un sujet. Si j'ai fait de la peinture, si je me suis consacré si je me suis à un moment destiné à la peinture, c'est en grande partie parce que j'ai découvert Picasso quand j'avais 12 ans et ma référence c'est Guernica, bien sûr, vous voyez. Donc si j'étais allé m'installer dans le Vaucluse, c'était pas, je dis toujours, vous rigolez, c'était pas pour peindre des pommes, c'est un clin d'œil à Cézanne qui était à côté, mais c'était pour me coltiner avec des grands thèmes, enfin je rêvais, bon. Et je dis voilà, le thème du nucléaire, ce qu'il représente dans l'histoire de l'humanité, d'une part Hiroshima, mais ce que représente dans notre histoire, cette capacité avec le nucléaire d'annihiler la vie, quoi, voilà. Et j'ai essayé de le coltiner à ce thème-là, et j'ai constaté que j'allais dire qu'on ne pouvait pas faire une peinture qui exprime ça, à la fois cette beauté dont je vous ai parlé du Vaucluse, vous voyez que pour moi c'était le plus beau paysage de France, ce qui n'est probablement pas vrai, et cette puissance de mort, hein, cette espèce de contradiction violente qui incarnait ce pays. Voilà. Et au bout de quelques temps, j'ai compris qu'en fait c'était le territoire même qui était comme pris à,
j'aime pas l'expression, mais je trouve pas là, pris en otage par cette implantation, de cette puissance de mort là-dessous, qu'on ne pouvait pas représenter ça sur un tableau. Un peu comme si l'idée que le tableau, l'idée de la peinture, n'était pas à la hauteur de cette violence, vous voyez, faite au territoire, faite à la vie, faite au paysage lui-même, et que même dans le meilleur des cas, même si j'arrivais à faire une peinture, dans le meilleur des cas, j'aurais eu une exposition à Carpentras ou à Avignon, vous voyez, comme si c'était jamais à la hauteur du thème que je voulais empoigner, si vous voulez. Et je me suis convaincu que c'était les lieux eux-mêmes qui étaient porteurs de cette violence, de cette contradiction, et qu'on ne pouvait pas les représenter, mais que c'était sur eux qu'il fallait intervenir. Il fallait stigmatiser les lieux eux-mêmes. Et là, j'arrive à la photo que tu souhaitais que je cite. C'est une photo que vous connaissez probablement, qui est très célèbre. C'était une photo prise le lendemain de l'explosion d'Hiroshima. Il y a un homme qui a été annihilé, décomposé par l'éclair nucléaire. Il ne reste plus de lui que son ombre portée. Vous voyez, comme un fantôme, quoi. Le mur est brûlé par l'éclair, c'est une pyrogravure à échelle humaine, et il ne reste plus que cette trace d'un homme qui a disparu, qui devient le symbole un peu du nucléaire et de la force atomique. Et donc, à partir de ça, j'ai fait des pochoirs que j'ai implantés sur toutes les routes qui montaient vers le plateau d'Albion, si vous voulez, vers la zone d'implantation. C'est là la première fois que je me suis saisi des lieux eux-mêmes comme un matériau poétique, plastique, symbolique, vous voyez, voilà. Et au fond, mon travail est cette forme d'intervention dans les lieux et le constat d'une espèce d'échec, d'impossibilité de représenter certaines choses. En même temps, je ne sais pas si je dois dire ça maintenant, mais puisqu'on est à propos de la poésie, tous on a fait ce constat évident un peu, que des lieux, des événements ont suscité en nous autant d'émotions que des œuvres d'art et tout ça. Et au fond, mon travail consiste à me saisir de ça, de ce potentiel poétique que portent les lieux, les événements, et d'en faire mon matériau plastique et symbolique, en quelque sorte. Voilà. Ça va, c'est un résumé. Voilà. Et c'est de là que je me suis mis à travailler sur les lieux. On pourra en reparler, il y a quelques images là-bas. Voilà. Et parmi les images, tu parlais de Picasso à un instant, il y a le taureau de Picasso qui est un des mais ça, c'est autre chose. Oui, voilà. Pour expliquer. Ouais, c'est un clin d'œil que je mets souvent dans les expositions parce qu'effectivement, moi j'ai découvert la peinture à travers Picasso et cette image qui est là à l'entrée, c'est une citation du taureau de Guernica que j'ai dessiné alors que j'étais militaire en Algérie sur un morceau d'Alger républicain. Si j'ai fait le taureau de Guernica en tenue camouflée, c'était la tenue qu'on m'avait imposée là-bas. Voilà. Alors, André, on va peut-être rebondir sur Picasso et annoncer la couleur, puisque le livre s'ouvre sur une citation de Picasso. Après tout, les arts ne font qu'un. On peut écrire une peinture en mots, tout comme on peut peindre des sensations dans un poème. Et ma première question, ça serait la suivante. Est-ce que Ernest, à sa façon, n'est pas un poète et n'a pas un geste poétique essentiellement ? Si, mais il le dit lui-même d'ailleurs. Je pense qu'il a une pratique qui est essentiellement poétique. C'est pourquoi on s'est retrouvé tout de suite dans cette idée. Je sais que c'est un mot qui fait un peu peur depuis quelque temps, mais sur cet engagement, essayons de le désamorcer en parlant d'engagement artistique, qui bien entendu a des prolongements dans l'ordre de la pensée et de l'esthétique. Et tout de suite, Ernest agit. Vous savez, Hölderlin dit qu'il faut habiter le monde en poète. Et Ernest, à sa manière, habite le monde en poète. On peut même dire là, mieux que pas mal de poètes, puisqu'il habite réellement les rues du monde. Donc il y a une appréhension de la poésie incarnée dans sa pratique, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé si facilement dans ce concept de la poésie vécue. Nous n'en sommes pas, et je n'en suis pas l'auteur de cette expression, puisqu'il y a une vingtaine d'années, un poète français que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait Alain Jouffroy et qui était aussi un grand critique d'art, avait écrit un manifeste de la poésie vécue. Donc c'est quelque chose qui existait. Et même si ça n'avait pas été théorisé de cette façon-là, ce qu'avait pu en dire à sa manière Hölderlin, mais aussi Rimbaud plus tard,
Apollinaire, c'est toute une grande cohorte de poètes qui ont toujours considéré que la poésie, ça n'était pas qu'une histoire de mots, c'était aussi une histoire d'engagement éthique et esthétique. Et il fallait trouver la légitimité de sa propre parole. J'aime les poètes qui tiennent parole, et ceux que nous avons célébrés tous les deux sont de ceux-là, avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. On s'est rendu compte que dans les 19 qui sont dans le livre qui s'appelle Ceux de la poésie vécue, il y a des suicidés, des gens qu'on considérait comme des fous, des marginaux, et pourtant ce sont des gens qui ont été en adéquation absolue avec leur époque, souvent très en avance. Prenez quelqu'un comme Pasolini par exemple, à quel point il a révélé tout ce que aujourd'hui, tout ce qui nous paraît insupportable aujourd'hui dans l'évolution de l'Italie, il l'avait déjà décrypté il y a maintenant 50 ans. Oui, alors effectivement, c'est pas n'importe lesquels les poètes que vous avez choisis. Non, alors, précision. Ce sont les poètes d'Ernest. C'est toi qui les as choisis? Non. À vrai dire, ce livre, on n'a rien. Nos livres se font en général. On n'en pense pas comme c'est le livre. Non, on ne pense jamais de cette manière-là. C'est-à-dire qu'un jour, on se dit, tiens, il y a un livre. Mais on se voit par amitié, on se voit pour vivre ensemble, on se voit de cette façon-là. Et puis, il y a des livres qui finissent par se publier. Pour ce qui est des poètes, en fait, c'est une longue histoire. Ernest avait été invité dans la maison Aragon à Saint-Hermine en Yvelines, et il réfléchissait à qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre dans la maison Aragon ce jour-là, dans mes œuvres, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre au mieux. Et en discutant, il a eu l'idée de mettre des portraits, mais aussi des photos de ce qu'il avait fait autour de Rimbaud, autour de Pablo Neruda, dans les rues, etc. Et c'est là qu'on a eu la première fois, en parlant ensemble, le titre. Qu'est-ce que c'est que ces poètes par rapport à d'autres? Ce sont ceux de la poésie vécue. Donc c'était la première inscription, et il m'avait demandé de faire un récital avec un musicien autour de ces poètes, Nazim Hikmet, il n'y en avait pas 19 encore à l'époque. Et puis ensuite, il y a eu une autre exposition d'Ernest, qui était le Creusot, je crois, et dans toute une partie de l'exposition, il avait mis ce qu'il avait fait très directement autour des poètes. Donc ça, c'était encore des années plus tard. Et il y avait eu un petit fascicule qui avait été publié, qui s'appelait déjà Ceux de la poésie vécue. Et puis ensuite, quand il y a eu la grande rétrospective à Nice, c'est là où on a eu l'idée de faire quelque chose autour de tout ce corpus, et on s'est rendu compte qu'il y avait 19 poètes que Ernest, d'une manière ou d'une autre, avait représentés, et par chance, les 19 m'allaient bien. C'est-à-dire, il y en a d'autres que j'aime énormément, et d'ailleurs, il y en a quelques-uns autour desquels on va... Ernest a encore, l'été dernier, j'ai fait un récital autour d'Antonio Machado, et Ernest a eu la gentillesse de faire 3 portraits qui ne sont pas dans ce livre-là, mais qui existent maintenant. On a les poètes que nous aimons l'un et l'autre, excèdent ces 19-là, mais ces 19-là ont un sens. Ce livre ne doit pas avoir de suite, parce que on m'a beaucoup dit, comme ce livre a été réédité plusieurs fois, on nous a dit, mais il faut faire une suite. Non, on ne comprend pas ce qu'est réellement ce livre. Ce livre, c'est l'expérience d'Ernest avec les poètes. Donc il n'est pas question artificiellement de se dire mais on aime Rilke, on aime Pessoa, qui sont des poètes que je vénère, etc. Et donc il va faire des dessins de ça. Non, là c'est pas du tout ça. Autour de chacun d'entre eux, il y a eu un investissement. Nerval qui est le premier, il y a eu des collages à Paris. Verlaine, il y a eu des choses dans les Ardennes. Rimbaud, il y a eu tous les parcours Rimbaud, etc., etc. C'est pas anecdotique. C'est pas quelque chose qui est comme une sorte d'anthologie de la poésie que l'on ferait pour soi et où Ernest, dans les marges, ferait des portraits. C'est beaucoup plus profond quand il va à Santiago du Chili coller autour de la personnalité de Pablo Neruda. C'est pas comme faire à Paris un dessin de Pablo Neruda. Il y a tout un investissement derrière. Alors Ernest, puisque quand je te regarde, je vois Rimbaud derrière toi, on l'a mis dans cette salle, c'est ce portrait de Rimbaud qui est quasi l'image que tout le monde a de Rimbaud aujourd'hui, qui est devenue presque une icône. Il y a une femme qui a fait une thèse dessus, et je crois qu'elle a trouvé plus de 150 livres. Ouais. L'œuvre complète de Rimbaud aux États-Unis, au Mexique, tout ça, c'est cette image que j'ai collée 77-78.
de Charleville à Paris, puis après dans des lieux, quand je trouvais des lieux qui avaient l'air de susciter, de suggérer une atmosphère, une chose comme ça, j'allais coller. Ouais. J'ai le souvenir d'une conversation où on avait parlé du musée Rimbaud à Charleville et d'une statue notamment qui t'avait choqué. Je sais pas, je crois que depuis que j'avais 15 ans, j'avais l'idée de faire mais on ne peut pas faire un portrait de Rimbaud. C'est-à-dire que quand j'ai vu un portrait de Rimbaud en marbre à Charleville, je me dis que c'est de plus con que marboriser Arthur Rimbaud. Je veux dire que ce qu'il y avait le plus rimbaldien, je répète ça, j'ai dû te dire, ce qu'il y avait le plus rimbaldien dans cette proposition, c'est qu'elle était éphémère, que l'image était collée sur la route et qu'elle ne figeait pas, et que dans chaque lieu où je le collais, c'était un Rimbaud différent. Mes images ont ça, c'est que je travaille beaucoup mes images, je les investis beaucoup, je rentre beaucoup vraiment à faire des dessins, à me dégager des portraits. Par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à faire le portrait de Mahmoud Darwish, parce qu'on l'avait rencontré, il était venu à mon atelier, j'avais le souvenir de sa fragilité, de cette mort annoncée qu'il y avait dans son visage. Alors, il faut, pour faire ces portraits, arriver à les faire plusieurs fois pour arriver à ne plus avoir besoin des photos pour le dessiner. Se libérer complètement de la ressemblance pour essayer de mettre quelque chose qui est un peu indéfinissable, qui est au-delà, quoi, qui dit qu'on connaît l'œuvre, qu'on connaît ce qu'il portait, quoi. Voilà, donc je réponds à ta question. Reviens à Rimbaud. Voilà. Et donc, Rimbaud, en effet, voilà, ce qu'avait pu Rimbaud, c'est que je ne fusais pas l'image et qu'à chaque endroit où je l'ai collée, elle prenait un autre sens. C'est Richard qui dit tu es passé fulgurant. Voilà, il avait cette idée-là, c'était de ne pas le figer. Voilà. Et la formule de Rimbaud qui dit qu'il cherche le lieu et la formule, voilà. elle te correspond aussi très bien. André écrit un texte qui s'appelle comme ça, le lieu et la formule, et c'est vraiment ça. Ouais. Parce que, qu'on le précise peut-être pour certains, il ne s'agit bien évidemment pas de mettre un portrait de Rimbaud n'importe où sur un mur, mais il y a tu choisis évidemment. Les images, excusez, j'explique un peu, oui. Je veux dire, chaque fois, il y a quelques photos que vous avez vues dans la salle à côté, chaque image, je sais quand je la fais où elle sera collée. Donc, je fais une approche des lieux. Simultanément, je fais deux approches au fond. Si je dois expliquer comme ça, c'est un peu schématique. Je fais une approche de plasticien, c'est-à-dire je sais que l'image sera collée à tel endroit. Évidemment, je sais la couleur du mur, la texture du mur, comment la lumière vient tomber dessus, comment on le découvre, l'espace dans lequel on va découvrir l'image, si on la voit de loin, de près, dans la rue et tout ça. Donc une approche de tout ce qui se voit, dans les lieux où je vais coller l'image. Et puis je fais surtout un long travail, une approche de tout ce qui ne se voit pas des lieux, c'est-à-dire que j'étudie leur histoire, leur mémoire, leur force symbolique, et mon image, je l'élabore avec tous ces éléments, c'est-à-dire ce qui se voit, ce qui ne se voit pas, et mon dessin est conçu complètement pour le lieu, et l'inscrire dans le lieu vise à faire, là c'est ce que dit Buren au fond, l'idée de serrure, travaille le lieu plastiquement. En effet, j'essaie de faire du lieu un espace plastique, mais mes images ne travaillent pas que le point de vue plastique, elles travaillent l'histoire, elles travaillent le symbolique du lieu, et en quelque sorte, mes images, ça au fond, c'est le rôle de la poésie. J'inscris mes images dans les lieux, ils viennent les révéler les lieux eux-mêmes, les densifier. La présence de mon image dans le lieu vient exacerber le potentiel du lieu, vous voyez, comme s'il était né du lieu lui-même, et il vient le densifier. Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça. Exactement comme l'écriture poétique essaye de prendre dans le langage commun ce qui lui permet après d'être intensifié, révélé, perturbé. C'est relativement la même idée. Exactement, ouais. C'est normal qu'on soit invités ensemble. Oui, tu évoquais Mahmoud Darwish, j'aimerais qu'on puisse en parler un peu plus. Je préciserai juste que dans ce très beau livre, ceux de la poésie vécue, donc on voit ton travail, Ernest, avec des reproductions de tes œuvres, la plupart, l'immense majorité en situation, d'autres pas. Et André, tu évoques ces poètes et tu présentes en quelques pages leur univers toujours. Et Mahmoud Darwish, qui est un immense poète,
qui vient de Palestine. Tout le monde ne le connaît pas, beaucoup ne le connaissent pas ou ne connaissent pas son nom. Est-ce que tu accepterais de nous en parler un peu et Ernest ensuite de réagir et de nous parler de ton travail sur lui? Oui, d'autant plus que Mahmoud était un ami très proche. J'ai fait beaucoup de choses avec lui. Des récitals dans le monde arabe, devant des milliers et des milliers de personnes. Je dirais un mot de la dignité qu'il avait dans cette... Il ne se prenait pas pour une... Il était accueilli comme une rockstar, mais il ne se prenait pas pour une rockstar. Je dirais, c'était quelqu'un d'une grande intensité d'être, et d'une verticalité très remarquable, et d'une pudeur. Dans le monde arabe, c'était, on ne peut pas imaginer, il y avait peut-être Kalsoum avant lui qui avait été vénéré à ce point. Et il était très en retrait par rapport à ça, très exact sur ses perspectives et sur ce qu'il voulait livrer de lui-même. En tant que... J'ai eu la chance, donc, puisque je faisais beaucoup d'émissions à la radio à cette époque-là, de faire plusieurs émissions avec lui et des longs interviews. Et puis aussi, on a fait ensemble 3 spectacles à Paris, à la Maison de la Poésie 2 fois et une fois au Théâtre des Cultures du Monde. Et j'étais toujours étonné par sa réserve. C'est-à-dire qu'il ne suscitait jamais le public, il ne faisait jamais... Il était même tout le temps plutôt sur la réserve, alors qu'il y avait autour de lui une très grande vénération qui tenait à la fois à la qualité de sa poésie et aussi à quelques malentendus. C'est-à-dire qu'il savait, et ça l'agaçait beaucoup, que dès qu'il prenait la parole, on avait l'impression qu'il parlait de la Palestine. Il est incontestable qu'il a été un poète palestinien qui, comme personne, a exprimé ce qu'a été les déchirements de ce peuple, mais en même temps, il accédait à une poésie qui devait être entendue comme une poésie universelle. Et c'est vrai que le dernier grand entretien que j'ai fait avec lui pour France Culture, qui durait 2 heures, pratiquement il revenait sans arrêt sur cette idée que quand il écrivait un poème d'amour, c'était parfois pour une femme et pas toujours pour la Palestine. Et donc il y avait cette volonté-là, et sa poésie, si on veut bien la lire à la fois avec les 2 grilles, celle évidemment de là où il vient, mais également de la qualité propre à sa poésie, on se rendra compte que sa poésie a un écho beaucoup plus vaste que ce qu'on pourrait imaginer. Et lui-même, quand il écrit tout ce qui est inspiré, par exemple, par la chute de Troie, où il explique ce que c'est que la gloire des vaincus, et comment il reprend tout l'héritage grec qui vient de la guerre de Troie, c'est quand même une ouverture d'esprit absolument considérable, et c'est un message qui peut être pris par tout le monde. On n'est pas obligé d'être palestinien pour adhérer à ce... Au contraire, même, c'est peut-être en Palestine que c'est le plus difficile à entendre. Et ça, c'était sa grandeur. Et c'était quelqu'un, Ernest l'a bien connu aussi, d'une dignité d'être tout à fait extraordinaire. Et par exemple, une anecdote que je raconte de temps en temps, c'était à Casablanca, dans un théâtre qui faisait à peu près, je ne sais pas, 1800 ou 2000 places, et il y avait au moins autant de monde dehors qui n'avaient pas pu rentrer. Et il est arrivé, 10 minutes d'acclamation debout, et ça l'agaçait d'une façon incroyable, il restait impassible derrière le micro, et il avait décidé ce soir-là qu'il allait lire ce qu'il venait d'écrire et qui étaient des poèmes d'amour. Et il commence à lire des poèmes d'amour. Et au bout de 10 minutes, dans la salle, on commence à lui dire « Dis-nous », et c'était toujours le même poème, « Je suis arabe », qui était ce poème emblématique qu'il avait écrit quand il avait 20 ans, qui est effectivement un poème fondateur de la prise de conscience palestinienne. Et il a tenu bon jusqu'à la fin du récital, et il n'a pas lu le poème, il a lu ceux qu'il avait décidé de lire. Il avait aussi cette volonté-là. Et je pense que toute sa vie, il a tenu bon de tous les côtés, quoi. Et c'est en ça que, quand je dis il a tenu parole au nom des autres, mais il a tenu parole, sa parole aussi. Et en ça, je l'admire profondément. Et puis, je crois qu'on peut dire que tous les deux, on avait beaucoup d'affection pour lui. Merci. Et Ernest, est-ce que tu peux nous parler de ton travail sur lui?
revenir sur ta rencontre, sur le Darwish, ce que tu as fait. On a parlé du parcours Rimbaud, mais il y a eu un parcours Darwish. Par rapport à ce que dit André, moi aussi dans mon atelier, il m'a demandé si je n'étais pas agacé, parce qu'il a eu des échos du travail, sur la réduction tout le temps aux politiques, qui efface un peu l'originalité de la proposition plastique, l'invention poétique et tout ça. Il m'a dit, et toi aussi tu es tiré tout le temps comme ça, engagé, effectivement des convictions, mais souvent ça fait des lunettes qui empêchent de voir la sensibilité des choses plus sensibles. Donc moi en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il découvre mon travail, il me propose d'aller à Ramallah travailler avec lui, je lui dis d'accord, et puis malheureusement, comme vous le savez, il meurt, et moi je me trouve à Ramallah à l'attendre, et quand il était dans mon atelier, il avait découvert cette image. Il me dit, c'est toi qui as fait ça? Mais tu sais, tout le monde connaît cette image, j'ai cette image à Ramallah, cette image de Rimbaud qui est devenue. Et donc, j'étais à Ramallah, je me suis dit, je vais faire la même. L'idée c'était que nous allions composer des images de nos échanges. Il n'était plus là, je fais la même chose. J'ai ramé beaucoup pour faire cette image de Darwish, et que je fais comme un parcours qui était collé de Ramallah jusqu'à Gaza, dans des lieux qui avaient une résonance avec sa poésie. À Gaza, je l'ai collé par Skype, parce qu'on ne m'a pas laissé rentrer, donc il y avait des artistes de Gaza qui se déplaçaient avec les images. Ils me disent, Marou, je venais prendre son café ici, des trucs comme ça. Ou dans le théâtre qui a été complètement détruit par l'opération plan durci, je ne sais plus. Ouais. Voilà, donc j'ai fait un collage comme ça. Mais là, Darwish, ce sujet à André, c'est incroyable. À Ramallah, les gens sont un peu étonnés. Un petit mec comme moi qui arrive dans la rue, qui se met à coller un type. Et comme je colle toujours les pierres à du sol, bien sûr, comme ça, pour qu'il y ait une espèce de face-à-face, une rencontre, quand je déroule, les gens reconnaissent Darwish, tout le monde s'arrête dans la rue et se met à l'applaudir, comme ça. Et puis, chaque fois, je collais quelques vers d'un poème à côté. Et là, les gens dans la rue se mettent à continuer tout le poème, en entier, comme ça. Et puis après, ils m'ont suivi, et c'est dans Naplouse surtout, les gens lisant, développer tous les poèmes en entier. Tout le monde connaît ces poèmes, c'était bouleversant, vraiment. Jamais rarement eu une émotion, une chose aussi forte, vraiment. Et en effet, André, le sujet, Mahmoud Darwish incarne la Palestine, et la question que tu posais pour les poètes, c'est un peu ça. Moi, je me saisis des images des poètes. Il a suggéré à propos de Pablo Neruda, je veux dire, et la poétesse allemande, la Eva Strimater, elle a un poème qui dit « Les poètes fondent leur pays, les poètes font leur pays », comme ça. Et c'est vrai, quand je suis allé travailler avec la gauche chilienne en 80, tout ce que je connaissais de Chili, c'était bien sûr à travers Pablo Neruda. Les poètes incarnent leur pays, leur époque, leur temps. Pasolini, il a dit, Pasolini, c'est toutes les contradictions de l'Italie, si on prend comme ça. Il nous annonce toute cette déshumanisation que porte la télévision. Lui, c'est ce qu'il dit. Il dit la télévision va faire plus de mal à notre culture que n'a fait le fascisme. Voilà, il dit ça, et en fait, c'est un peu vrai. Voilà, toute cette transformation anthropologique amène cette forme de capitalisme basé sur la consommation et tout ça. Pasolini annonce ça. Il a son père qui est fasciste, son frère qui est tué par des communistes, lui-même est communiste. En même temps, il se réclame de l'Église et il dit l'extraordinaire force révolutionnaire du passé. Les poètes sont comme ça, c'est évident pour Artaud, c'est évident pour Mayakovsky. Mayakovsky, il incarne tous les espoirs de la révolution bolchevique, le poème, Ordre numéro 2 à l'armée de l'art, les fenêtres au Rosta et tout ça, et son suicide, en quelque sorte, annonce l'échec et le goulag et le stalinisme. Je veux dire que dans son œuvre et son destin, il incarne ça. Et les poètes peuvent nous permettre ça. Enfin, moi, je m'en saisis de cette manière. Imaginez qu'en ce moment, il y a une femme écrivain
en Turquie, qui vient d'être condamnée à 7 ans de prison parce qu'elle a cité un poème de Nazim Hikmet. J'aimerais bien qu'on parle de Nazim Hikmet, justement. De la même façon, alors il y a ceux que tout le monde connaît, il y a les noms de Verlaine, de Rimbaud, d'Apollinaire qui sont familiers à la plupart d'entre nous, je crois, et d'autres moins. Nazim Hikmet, de la même façon, ça serait intéressant de t'entendre en parler, de t'entendre réagir à ce sujet, dans le contexte effectivement avec la Turquie et moi, Nazim Hikmet, c'est un petit peu comme Ernest qui a découvert Picasso dans Paris Match. Et moi j'ai découvert Nazim Hikmet, dit par Yves Montand, en ouverture d'une de ses chansons. Mon frère, tu es comme un scorpion. Tu es comme un scorpion, mon frère. Je devais avoir, je sais pas, 12-13 ans. Et ce nom-là m'était resté parce que le poème a vraiment une grande efficacité. Il est très simple, très court, il a une efficacité formidable. Et puis il se trouve que j'ai eu une grande amitié avec un peintre turc qui s'appelait Abidin Dino, qui était un grand ami de Nazim Hikmet. Nazim est mort en 63, donc je ne l'ai pas connu, mais il se trouve qu'avec Abidin Dino, j'avais à l'époque une grande revue dont je m'occupais, et je voulais traduire des poètes turcs de la génération d'après Nazim Hikmet. Et puis, on avait pris l'habitude, l'hiver, on se voyait tous les samedis matins, et après qu'il m'avait abreuvé de café turc et de loukoum et de choses comme ça, on se mettait à la traduction. Et il lisait en turc, on essayait, et j'ai traduit avec lui, Melis Sevdet Anday, un certain nombre. Et évidemment, Nazim était comme une sorte de présence permanente entre nous. Il me parlait beaucoup de Nazim Hikmet, quelle avait été sa vie au-delà de la poésie, que je commençais à connaître quand même très bien. Les années de prison, la manière dont il s'en va en Union soviétique, et y compris d'ailleurs dans le destin même de Abidin Dino, qui, comme c'était son mentor, il suit à peu près la même chose. Il est condamné à 7 ans, Abidin, de relégation, et puis après il s'évade, il va en Union soviétique, il devient l'assistant d'Eisenstein, il fait des décors pour Loukachevski, etc. Mais franchement, ce qui m'a le plus touché chez Abidin Dino, c'est quand il m'a dit, tu vois, en 1933, j'étais à Odessa et on mourait de faim, et pour arriver à survivre, pour arriver à me nourrir, j'ai gagné des concours de tango. Moi, un homme qui en 1933 à Odessa survit en gagnant des concours de tango, il aura mon affection à vie. Et il y avait ces deux choses. Il y avait la dureté de l'époque, il y avait tout ce qu'ils avaient subi les uns et les autres, et il y avait ce qu'il y avait dans les poèmes de Nazim Hikmet, qui sont souvent des poèmes avec beaucoup d'humour et beaucoup d'ironie, et des chants d'amour. Par exemple, les poèmes d'amour qu'il écrit à chant des hommes, c'est magnifique. À ses compagnes quand il est en prison, c'est absolument magnifique. Donc, ce sont des hommes qui ont eu des expériences extraordinairement dures, mais qui ont toujours su ouvrir le champ dans les deux écritures, CHANT et CHANUP, se donner de l'espace même quand ils n'en avaient pas. Ça rejoint aussi ce que je disais Jean-Pierre ce matin sur la poésie qui, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas cette petite chose jolie, ornementale, mais qui... Là, c'est vraiment pas la cerise sur le gâteau, ça c'est sûr. Et les 19 qu'on a convoqués ont tous, même il y a les portraits de René Char par exemple, c'est quand même pas rien d'avoir été chef des maquis de Vaucluse, c'est quand même, là au moins les mots que tu écris sont valorisés aussi par ce que tu fais et par les engagements que tu tiens. On va en venir aussi à annoncer la couleur. Donc je ne sais plus si je l'ai précisé, c'est le livre le dernier sorti. Et puis c'est un long compagnonnage parce que c'est le 19e. C'est le 19e, c'est ça. 19e livre ensemble. Et il y en a oui, mais soyons modestes, il y en a des gros, mais il y en a des tout petits aussi. Donc, mais enfin, il y en a 19 pour le corpus pour l'instant. On en a un 20e qui est pratiquement fini, et puis d'autres en tête. Mais ça, c'est un livre, au fond. Alors là, c'est vraiment celui qu'on n'a absolument pas prévu de faire. C'est toujours les concours de circonstances. J'ai raconté tout à l'heure qu'il y avait eu, pour ceux de la poésie vécue, les différentes expositions, etc. Là, en fait,
c'est parce que je faisais, il y a quelques années, je continue, mais à cette époque-là, je commençais à faire des récitals avec Pedro Soler, un grand guitariste flamenco, et on donnait des récitals dans des tas de lieux. Ça aurait pu être dans un endroit comme celui-ci, ça pouvait être dans un théâtre, ça pouvait être dans une médiathèque, ou des choses comme ça. Et on arrivait toujours sans trop savoir ce qu'allait être le décor, s'il y avait déjà une pièce qui était en place et qu'on allait se mettre dans le décor. Et donc, ça m'embêtait, j'avais envie qu'on arrive avec quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait les premiers poèmes tracts, c'est-à-dire, moi j'écrivais quelques phrases, et en général 3-4 lignes. C'est pas des haïkus, parce que c'est plus des mots d'ordre, c'est plus comme ça. Et puis Ernest imaginait quelque chose. Et à cette époque-là, les dessins étaient relativement rudes, comme les textes d'ailleurs, relativement un peu provocateurs. Et ces dessins avaient été tirés sur de grandes affiches, et quand on arrivait, en fonction de la place, on en mettait derrière nous 2, 3, 4, ou un, quand ça dépendait, même dans un bistrot, je me souviens, à Annecy, il n'y en avait qu'un. Et puis, il y avait eu 8 dessins avec ça, il y a eu une première publication, et puis ensuite, on m'a demandé pour une revue qui faisait un truc sur moi, etc. Et je voulais qu'Ernest fasse partie de ça, mais pas lui demander d'écrire un article sur ma poésie, je trouvais ça un peu excessif. Et donc, je me suis dit, ça serait bien de continuer ça. Donc, on en a refait 8. Et puis, en se prenant au jeu, ça s'est modifié petit à petit. Les textes devenaient de plus en plus ésotériques, et il y avait un jeu entre nous où je me disais, je vais lui proposer des textes indessinables, où il ne pourra pas trouver le truc à faire en face. C'est l'amour vache dans le couple. C'était... Oui, enfin, oui, ce serait plutôt l'amour taureau. Mais c'est comme ça que ça a fonctionné. Puis à un moment, on s'est rendu compte qu'on en avait quand même fait beaucoup et que ça pouvait donner une suite dans un livre. Et là, ça ne devenait plus anecdotique, c'est-à-dire qu'il y avait un processus de ce que tu as lu de la phrase de Picasso, qu'on a trouvé après d'ailleurs, qui disait effectivement on peut faire des poèmes en peinture et on peut faire des peintures en mots. Et c'est un peu ce que dit le tout premier texte, parce que plutôt que de le dire mal, je vais le dire pas trop mal, comme c'est écrit. La main pense, l'œil écoute, les lèvres divaguent, les tempes s'évadent, l'imaginaire passe à l'acte. On ne peut douter que les 5 sens décuplent leur champ de perception respectif quand ils s'allient de proche en proche, combinent leurs promesses, conjuguent leur pouvoir. Nous avons constaté qu'à 2, il nous était possible de dessiner à voix haute, sans souci de ce qui allait accentuer ou moduler le trait, hausser ou adoucir le ton. Une complicité depuis toujours instinctive interdisait que l'un illustrât l'autre. La surprise se devait de jouer à plein et d'ouvrir plus avant l'espace physique et mental. Question de résonance à tout va, qui laisse à chacun ses réponses, ses rêveries, ses enchantements, ses incertitudes. Même si nos lignes de fuite ne partent pas à l'aveuglette, même si nos lignes de chance gagnent à être suivies. C'était ça l'idée, c'est-à-dire essayer de montrer qu'il pouvait y avoir une pratique fusionnelle, artistique fusionnelle, et où les textes et les images devenaient indissociables. Comment tu as réagi à ça, Ernest? Du coup, tu recevais des textes d'André, c'est ça, grosso modo? Oui, il m'a envoyé des textes. Effectivement, je l'ai reçu un peu comme ça, mais comme un challenge, ça m'amusait beaucoup. C'était un peu comme un pari, quoi. Est-ce que je vais trouver une image qui ne soit pas une illustration, qui soit en résonance, qui soit l'équivalent, qui ne soit pas une illustration, qui soit l'équivalent du texte. C'était une chose comme ça, qui soit aussi ambigu, aussi complexe, aussi chargé. Voilà, il y avait un peu cette idée. Moi, ça m'a occupé l'esprit comme ça, mais mes insomnies, je cherchais, voilà. Ça m'a occupé mes insomnies. Après, il faut le résoudre avec la main, mais c'est mental. Ouais, c'était de trouver une image. Ouais. En fait, c'est une idée de tremplin, si tu veux. C'est-à-dire que les mots te servaient à un tremplin, à quelque chose de visuel qui ne devait pas illustrer. Et c'est un peu la même chose si je dois écrire. Si je décide d'écrire un poème, par exemple, sur les images d'Ernest, je ne vais pas faire un essai. D'autres le font très bien. Il faut que ce soit autre chose. Il faut que,
ce que dit la première phrase, il faut que l'imaginaire passe à l'acte. C'est-à-dire garder ce potentiel imaginaire, ce potentiel de rêverie aussi. Je redis un mot de l'exposition qui se trouve en face. Vous pourrez voir du coup les œuvres qu'on a évoquées, enfin une partie sur Darwish notamment, sur Neruda, qui est là, je pense en même temps qu'il y a la réaction de Savor aussi à Neruda qui est intéressante. Quand tu as collé le Chili, je précise juste, on est en pleine dictature à ce moment-là. Mathilde, c'est vrai. Non, c'était. Je raconte. Oui. Non, quand il y a eu le coup au Chili, nous avons, avec ma compagne, accueilli des artistes chiliens qui sont arrivés à Paris complètement démunis, quoi. Vraiment, ils sont arrivés avec rien, ils étaient partis après le coup d'État, notamment José Balmes et Gracia Barrios. Et ils sont devenus nos voisins, on les a hébergés à la ruche, vous avez, et souvent, ils étaient toujours en relation avec leurs camarades qui étaient restés au Chili. Et souvent, il m'a dit, tu sais, ils se sentent complètement isolés, un peu perdus, coupés du monde. Avec ce que tu fais, tu n'arrives pas au Chili. Bon, j'étais un peu, puis c'était 80, c'était une grosse période de Pinochet, mais finalement, ça me tentait beaucoup aussi. Donc, je suis parti à Santiago en 81, entre les deux là. Voilà. Et j'ai réanimé l'atelier collectif de sérigraphie. Voilà, avec des artistes, il venait une cinquantaine d'artistes. Il y avait une grosse pression quand même, parce qu'il y avait des gens du Mapu, des gens du MIR, des communistes, donc tout le monde cachait son origine politique, hein, des catholiques, tout ça. C'était très vivant, mais en fait, il y avait une grosse parano à Santiago, parce que tout le monde pensait, il y a des flics parmi nous. Tout le monde, on travaille, tout le monde disait, il y a sûrement des flics. Après, chaque groupe politique m'a invité, et j'ai vu que je n'ai pas trouvé les flics. Et voilà. Donc, entre autres, nous avons fait des affiches qui étaient cachées, qu'on a collées. Et puis, notamment, on s'est dit, qu'est-ce qu'incarne là? C'est Pablo Neruda, bien sûr, qui incarnait le peuple, la résistance et tout ça. Donc, on a fait cette image de Pablo Neruda. Il y a une photo, ou deux photos là-bas. Je l'ai fait avec un grand poncho, un grand poncho. D'abord, parce que c'était l'habit du peuple, même de la Cordillère. Et puis, ça laissait une grande surface vide, parce que je pensais qu'on ne pourrait pas les coller dans les rues. Et donc, je pensais qu'on allait les distribuer à plein d'associations pour que les gens peignent dessus. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé aussi. Les gens ont peint des paysages du Chili, ont écrit des poèmes. Mais finalement, on en a quand même collé quelques-unes dans les rues, on en a collé quand même. C'était un peu limite. Mais la veille du collage, c'est ça qui voulait que j'arrête. J'ai fait ce dessin, et la veille du collage, ils me disent on ne peut pas coller ça dans Santiago, surtout que j'avais repéré les endroits et je voulais coller devant sa maison. Depuis, vous savez, on sait qu'en fait il a été assassiné. Alors, vous disiez qu'il était mort. Depuis, on sait qu'il a été empoisonné. À ce moment-là, on ne le savait pas. Donc j'avais repéré 2-3 endroits devant sa maison de Bella Vista à Santiago pour coller. Et là, ses amis, l'artiste, me dit on ne peut pas aller coller sans le montrer à Mathilde, sa femme. Donc, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle faisait un peu peur à tout le monde. Et donc, il m'accompagne chez Neruda, il sonne et tout, et puis il dit à Mathilde, tu sais, c'est notre camarade français, et puis tout le monde se casse. Et je me trouve avec Mathilde Neruda, qui m'a impressionné beaucoup. Vous savez, elle était très grave, très belle. Vous voyez, Irène Papas, vous voyez, l'artiste, voilà, elle était un peu comme ça, grave et tout ça, voilà, ça m'impressionne. Et donc je rentre dans la maison qui avait été pillée au moment du coup, vous savez, ils avaient cassé toutes les poteries, tout le truc, et je déroule le portrait de Pablo Neruda comme ça, et Mathilde Neruda était à un bout de la table, moi à l'autre bout, je déroule, elle reste silencieuse longtemps, et puis au bout d'un moment elle me dit comme ça, elle parlait français, elle me dit Pablo n'était jamais comme ça. Alors j'étais vraiment complètement, j'étais vraiment très mal à l'aise. Et puis, je vous assure, elle reste encore silencieuse, et puis doucement, elle faisait comme ça. Elle dit, mais vous avez raison. Maintenant, il serait comme ça, grave et résolu. Elle me sort ça, c'était incroyable. Oui, il serait comme ça, grave. Et puis elle vient, elle me prend par les épaules, elle me dit, je vous ai dit qu'il était jamais comme ça, parce que vous savez, il riait toujours. Et vous l'avez fait tellement grave, mais c'est vrai, maintenant il y a le fascisme. Voilà. C'était un moment incroyable, vraiment incroyable. Voilà. C'est un des grands moments de ma vie d'artiste.
Quelques mots peut-être sur Neruda d'ailleurs. Oui, moi, Neruda, c'est un poète que j'ai lu évidemment et relu. Au fond, si je dois en parler aujourd'hui, ce qui m'intéresse, mais ça c'est plus par rapport à ce que je suis, j'ai découvert récemment qu'avec García Lorca, ils avaient à Buenos Aires, ils avaient improvisé ensemble un éloge d'un poète latino-américain assez peu connu. Et c'est un des textes les plus inventifs, les plus subtils, les plus fraternels. À l'époque, ce n'était pas évidemment le prix Nobel, etc., mais deux jeunes, parce qu'ils pouvaient avoir une vingtaine, 25 ans chacun à peu près. J'ai rarement vu des poètes qui avaient ce don-là, cette capacité de célébrer un autre de leurs aînés avec cette fraîcheur, encore une fois cette générosité. Et une chose qui me plaisait beaucoup, parce que j'ai vu des photos de l'époque de García Lorca et de Pablo Neruda, où on le voit comme Ernest l'a dessiné, et là il avait absolument la tête gominée d'un danseur de tango. Donc j'ai beaucoup aimé ce jeune Neruda. Mais là, tu mets souvent le doigt là-dessus, parce que ça nous est arrivé de faire des images. Comment il a sorti les textes, c'était pour Nerval, des textes de Nerval jeune, mais si on fait un Nerval jeune, personne ne le reconnaît. Et si on fait un Neruda jeune, personne ne le reconnaît. C'est-à-dire qu'on a les images fiches comme ça, on est obligé de tenir compte des photos, des clichés, des choses comme ça. Là récemment, j'ai fait des choses sur la résistance. C'est impossible de faire un portrait de Jean Moulin sans le chapeau. Si vous faites un portrait très ressemblant de Jean Moulin, personne ne sait qui c'est. C'est incroyable. Enfin, bon, c'est le problème du dessin comme ça. Il y a des choses qui viennent et qui approchent dessus. Et les portraits, c'est pareil. Il y a un moment de la vie où on a l'impression, si on passe sur l'image, que c'est comme en photo, le point est fait. Et on a l'impression qu'on ne peut pas y toucher, quoi. Alors ça marche très bien avec ceux qui ont la chance de mourir à 20 ans, mais après c'est beaucoup plus compliqué. Je vais prendre l'avion et venir en Europe, en Italie, puisque dans l'exposition il y a plusieurs images de Naples, qui est une ville importante pour toi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Est-ce que tu y as fait aussi à Naples? Ouais. Moi je vais être obligé de résumer parce que j'ai travaillé plusieurs années. Il y a deux dames qui font une thèse sur mon travail de Naples. Elles ont vu que j'ai travaillé sur 92 livres. Vous voyez, j'ai tout lu de Virgile à Hero de Luca. Voilà, donc voilà. En fait, je suis allé à Naples parce qu'à un moment dans mon travail, j'ai constaté que le fait de ne pas avoir de formation religieuse, par exemple, est un grand manque quand on travaille sur les images, sur les mythologies. Vous voyez, voilà. Je pense, en effet, là je fais un recul, là, je viens de faire un travail à Haïti. J'ai découvert Jacques-Stéphane Alexis, immense poète haïtien, et dans un de ses textes, il dit c'est une grande et belle chose pour un peuple de rester fidèle à ses légendes. En fait, il est marxiste et il dit on ne peut pas priver le peuple haïtien du vaudou. Évidemment, il n'y croit pas, mais c'est ce qu'ils font, leur histoire. Voilà. Et moi, je pense en effet, c'est Romain Gary, je l'ai mis à l'exergue du dernier livre de chez Delpire, qui dit l'homme, sans les mythologies de l'homme, c'est de la barbaque. C'est-à-dire que c'est ce qui nous font. Et j'avais besoin d'interroger nos mythes, même en étant athée, mes mythes, en tout cas, pour moi, né à Nice, les mythes méditerranéens de ce côté de la Méditerranée, et pour les 2000 ans qui me concernent, si j'ose dire, ce sont les mythes bibliques et les évangiles, quoi, vous voyez, donc, et là, je suis allé travailler à Naples, parce qu'à Naples, il y a une stratification, il y a pratiquement visible dans la rue 3000 ans d'histoire qui sont là présents. Vous voyez, on pourrait, Virgile met l'enfer dans l'Énéide, l'enfer sous l'arbre, voilà. Et on a là tout ce qui fonde ma culture de méditerranéen, vous voyez. Donc je suis allé travailler à Naples pour interroger tout ça. Et ça s'est passé d'abord par comment on peut dire,
cette omniprésence de la mort qu'il y a à cause du Vésuve, cette menace permanente qu'il y a. Et le fait que Virgile met l'enfer sous Naples, c'est pas par hasard, quoi. Il y a toujours ce sentiment. Et du coup, j'ai interrogé toute cette propension qu'a cette ville à sécréter des images de la mort. Donc, du coup, interroger toutes les piétas et les glissements, parce qu'il y a des représentations d'Aphrodite portant Adonis dans ses bras qui annoncent la piéta chrétienne. Vous voyez, je veux dire, comment des glissements, mythologie grecque, mythologie romaine, mythologie chrétienne. Voilà, je suis allé à Naples pour interroger ça, et je l'ai fait en grande peinture, en grande partie en interrogeant la peinture. Voilà, essentiellement Caravage, parce que ouais, c'est embêtant de parler si rapidement de choses qui ont mis des années, hein, excusez-moi, c'est un peu, mais parce qu'il y a chez Caravage à la fois cette confrontation entre la lumière et les ténèbres, cette sensualité, ce sentiment de la mort toujours présente. Voilà. Je regarde l'heure, on va prendre un moment aussi pour vous donner la parole si vous avez des questions pour l'un ou pour l'autre. Avant ça, je voudrais juste dire un mot des livres qu'on propose qui sont là. Donc il y a ces deux livres dont je vous ai parlé. Je vous montre juste la couverture, mais il y a cette très très belle rétrospective, anthologie chez Gallimard, où on voit une grande partie de ton travail qu'André présente, que je vous recommande. Ouais, je peux. Non, mais justement, ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, je ne sais pas si j'étais tout à fait clair, parce que cette image me sert d'exemple. Vous voyez, quand je fais ce dessin de cet homme qui porte l'or sur son dos, je m'inspire des grandes peintures des peintures de la grande presse du XVIIe siècle à Naples, avec cette idée de. À Naples, le sacré ne vient pas d'en haut, quoi. Il est dessous, il est là, c'est la mort, c'est des tremblements de terre successifs et tout ça. Voilà. Donc je fais ce dessin, je sais que je dessine ce corps un peu comment, trimballé, un peu fragilisé, tout ça. Je dessine, vous voyez, il y a une main très fragile qui vient se poser sur le sol. Cette main que je dessine très fragile, elle est imprimée sur du papier journal très très fragile, et en fait, elle vient se poser sur le sol. Le sol est fait avec ces dalles, des énormes dalles de 80 par 60 cm qui sont faites avec la lave du Vésuve. Vous voyez, et la proposition plastique, elle est autant là-dedans. Vous voyez, je veux dire, cette confrontation entre cette fragilité de mon image et ce sol qui est là depuis des siècles. Vous voyez, je pense que même s'il n'y avait rien sur mon dessin, qu'il n'y avait que ce papier confrontés à ces dalles, à leur puissance plastique, à leur force, à cette référence au Vésuve, parce qu'elles c'est taillé dans la lave du Vésuve, vous voyez. Et donc, je prends en compte tout ça. Je sais que quand les gens vont découvrir cette image, ils vont la voir avec devant 30 mètres carrés de pierre noire et issue du Vésuve, et cette image, je la colle que dans la nuit du Vendredi Saint, dans le contexte de la ville complètement marqué par le contexte de Pâques, de la passion, de la résurrection. Vous voyez, c'est-à-dire que je prends en compte la réalité physique du lieu, mais même le temps, l'histoire, cette sensibilisation de la ville à la passion. Voilà, vous voyez. Et alors mon matériau, c'est mon dessin, c'est le lieu lui-même avec son histoire, parce que l'église qui est là, c'est une église qui a été construite, qui est une espèce d'ex-voto des grandes pestes, vous voyez. Il y a la conjugaison de plein de choses, plus le temps, le moment où on va la découvrir, cette sensibilisation de la ville dans cette période de Pâques. Voilà. Il y a un autre livre qui est particulier, c'est celui-ci qui a été publié chez Delpire. Donc il y a des reproductions de ton œuvre, mais il y a aussi j'allais dire des hommages. Alors là, j'ai fait très vite, mais dans ce livre-là, nous avons dialogué avec André, et André rend compte de toutes mes interventions. Il y a un texte magnifique, vraiment de. Voilà, vraiment. Non, c'est vrai, c'est pas pour moi. Non, c'est important, c'est très important, parce que j'ai raconté toutes mes interventions et il en a extirpé l'essentiel. Par contre, ce livre-là, c'est né d'une proposition de l'éditeur Delpire dans cette collection. Il a
c'est une collection face au mur, où le principe, il y a de bons photographes, hein, tu as vu dedans, c'est Koudelka, tous ces grands. J'étais très flatté qu'on me propose d'être dans cette collection. Et l'idée, il envoie des photos, des travaux à des auteurs. Donc il m'avait demandé une liste d'auteurs que je souhaitais, voilà. Et là, il a un côté très très pointu parce que ce que j'ai fait en Algérie, les textes, le texte c'est d'Henri Alleg, vous voyez, qui est ce texte sur Maurice Audin. Ils ont été arrêtés et torturés ensemble. Henri Alleg a été arrêté chez Maurice Audin et ils ont été torturés ensemble. Et Henri Alleg est le dernier à l'avoir vu vivant entre 2 séances de torture. Le travail que j'ai fait sur l'avortement, c'est Gisèle Halimi qui a fait le texte. Ce que j'ai fait en Afrique du Sud sur le sida à Soweto, c'est Didier Fassin, qui est le grand spécialiste du sida en Afrique et au Brésil. Voilà, et ainsi de suite, chaque chose sur Naples. Alors là, sur Naples, il y a Laurent Godet, il y a Edmond Charlot. Donc chaque fois, c'est remarquablement ciblé, quoi. Je ne sais pas comment dire. Et donc il y a des poètes comme André, comme Alain Borel, comme Christian Bobin. Il y a un texte très beau de la compagne d'André, qui est la directrice du Printemps des Poètes maintenant, c'est Sophie Lolo. Vraiment. Et sur les chevaux. Oui, sur les chevaux, parce que voilà. De toute façon, le casting est impossible, il y a 50 auteurs. Sur Pasolini, c'est René de Secati, qui est vraiment l'homme qui a traduit Pétrole et les derniers romans, tous les textes pratiquement, notamment le roman Pétrole. Bon, je sais plus. C'est un livre passionnant du coup. Il y a il y a Fred Vargas. Il y a un texte de Juliette Wood, il y a même un texte de François Morel, que j'adore, que j'aime, qui a fait un très joli poème. Il y a Daniel Pénac, il y a. C'est un livre. C'est autant de regards sur ton travail. Oui. Ça fait des regards très différents, complètement ça. Lionel Trouillot aussi. Voilà. Une toute dernière question. Tu parlais de l'Afrique du Sud et aussi de ton œuvre en situation et la résonance qu'elle peut avoir. Il y a ta rencontre avec Nelson Mandela aussi à ce sujet qui en dit long sur ce travail. Ouais. C'est un peu le hasard des circonstances, c'est que ma ville de Nice, il y a une photo dans l'exposition en 74, je crois, 74, je ne me rappelle plus, moi, je perds la mémoire, je suis très vieux, je deviens Alzheimer. En 74 peut-être, donc je vous ai déjà dit, je suis niçois, je suis très attaché à ma ville, qui a une grande histoire avec Garibaldi, Blanqui, tout ça. Et Jacques Médecin, vous vous rappelez, pour ceux qui sont plus âgés se rappellent qui il était, avait jumelé Nice avec Cape Town et l'Afrique du Sud. J'avais trouvé ça déshonorant pour notre ville en pleine période d'apartheid. Les Nations Unies avaient déclaré l'apartheid crime contre l'humanité à ce moment-là, 3 mois avant. Donc j'ai fait un collage pour le jour du jumelage avec une vingtaine de copains. On a couvert la ville d'une image, vous verrez, d'une famille de Noirs derrière des barbelés qui venait un peu révéler ce que cachait cette fête du jumelage. Voilà. Et ça m'a entraîné, j'avais aucune relation avec l'Afrique du Sud particulière, ça m'a entraîné à un tas de trucs. Je me suis retrouvé aux Nations Unies pour annoncer la création d'un musée artiste du monde contre l'apartheid, que j'ai fait. En plus, j'ai travaillé du coup avec Jacques Derrida à tout ça pendant des mois, et puis à rencontrer Mandela, donc ça a été un événement assez extraordinaire pour moi, quoi, vraiment. Et si on peut dire, pour revenir sur l'efficacité de la poésie, Nelson Mandela a été incarcéré dans différentes prisons pendant 37 ans. Et partout où il allait, il collait sur les murs de sa cellule un poème d'un poète anglais du 19e siècle qui se terminait par « Je suis le capitaine de mon âme, je suis... je voudrais vous le dire par cœur en entier, mais je ne m'en souviens plus autant. C'est un poème de la résistance intérieure. Et il a eu pendant 37 ans ces quelques vers qui lui disaient qu'il était plus grand que ce qu'on voulait faire de lui. Et c'est c'est le poème d'ailleurs, après tout il y a eu un film célèbre, le poème s'appelle Invictus. Je leur retourne, s'il y a une ou deux questions, ça serait le moment.
La dernière, vous savez qu'il y a eu... c'est quelque chose qui est en dehors de la pratique habituelle d'Ernest, puisque ce n'est pas dans les rues, ce sont dans des chapelles. Et la dernière exposition, ça va relier à ce qu'il vient de vous dire sur Naples, puisque sa dernière exposition à Naples était dans un lieu, tu vas en parler mieux que moi, était dans un lieu extraordinaire, et où là, justement, le lien avec la mort est plus qu'omniprésent, puisqu'il y a des catacombes, et c'était la 8e exposition de ces extases sur les mystiques chrétiennes, qui ont été exposées d'abord la première fois à Avignon, à la chapelle Saint-Charles, puis à Saint-Denis, puis à Lille, puis à la Salpêtrière, en liaison avec Charcot. Voilà, ouais. Et la dernière pour l'instant à Naples, et bientôt vous pourrez la revoir à partir du mois de mars, je crois, à Avignon. Voilà. Ils sont en train de restaurer le cloître de Célestin. J'ai mon exposition au Palais des Papes qui va se terminer en février, et ils me demandent d'enchaîner en reconstituant ça dans le cloître de Célestin pour l'inauguration. Alors, pour vous en dire deux mots, c'est pas sans rapport avec ce que je fais, puisque quand je mets des images dans les lieux, elles prennent leur sens de leur relation avec les lieux, ce que j'ai expliqué avec ça. Là, c'est évident qu'un travail qui est fait à partir des textes des grandes mystiques, je n'allais pas le mettre dans les rues. Et donc, je les ai inscrits toujours dans des lieux chargés de spiritualité, si vous voulez. Hein, on peut dire ça. Au fond, c'est la même chose que la relation avec la rue, c'est la même chose. Le lieu contribue à affirmer la proposition plastique et le sens de l'ensemble de la proposition. L'idée est venue de mon travail de Naples, bien sûr. En travaillant à Naples, comme je vous disais, j'ai été amené à lire la Bible, les évangiles. C'est en lisant Saint Jean de la Croix, puis Thérèse d'Avila, des exercices spirituels de Loyola. Parce que là, il dit que pour prier, il faut imaginer un espace, s'inscrire mentalement. Donc c'était intéressant pour le travail que je faisais dans Naples. Et ça m'a amené à lire les grandes mystiques. Quoi. Moi, comme je vous dis, je suis un mécréant, athée complètement. Mais j'ai découvert les textes de ces femmes qui sont... Bon, tout le monde connaît ces textes de Thérèse d'Avila, mais tout, Angèle de Foligno, Madame Guyon, sont des textes... Madame Guyon, elle dit des textes, c'est presque rimpalien. Elle dit je vais être approximative maintenant. Il y a quelques mois, je les savais par cœur. Elle dit, je tombe d'abîme en abîme, de précipice en précipice, jusqu'à l'abîme de la mer, où perdant toute figure, je deviens la mer même. Vous voyez, elle dit des choses comme ça. Donc, il faudrait inventer l'amour pour faire l'amour à l'amour même. Ouais, faire l'amour à l'amour même. Elles ont des textes absolument extraordinaires. Donc j'ai essayé de m'affronter à ces textes que j'ai trouvés très très beaux, comme de la poésie. En même temps, ce qui les traverse, c'est une contradiction intéressante pour quelqu'un qui fait des images, comme moi. C'est que André met dans la préface du livre La vraie question, il dit comment représenter des textes qui aspirent à se désincarner. Et elles ont ça, c'est-à-dire qu'à la fois, elles s'affirment comme épouses du Christ, et là elles disent des trucs incroyables, complètement ascendant en l'air, complètement. Il y a un texte de Julia Kristeva dans le texte, il dit en parlant de Thérèse, cette femme est un ruissellement constant, sans ambiguïté, quoi. Et d'ailleurs, mon installation à Extase est installée sur un plan d'eau. L'idée de l'eau est venue de ce qu'elles ont. Elles ont toutes des métaphores liées à l'eau, j'ai dit ambiguës, même pas ambiguës, qui sont tout à fait d'ordre sexuel, sauf Catherine de Sienne. Catherine de Sienne, c'est toujours le sang qui revient. Mais sinon, toutes celles que j'ai choisies, je n'ai travaillé que sur des grandes mystiques qui ont écrit. Sauf Angèle de Foligno, c'est son confesseur qui enregistrait, qui notait tout. Ça le mettait d'ailleurs dans un état second. Ah, oui, on sentait qu'il prenait les notes, mais alors qu'il s'épongeait en permanence. Parce qu'il dit quand elle était en relation avec notre Seigneur, on aurait dit une âme sans corps. Elle oubliait de manger, elle oubliait de boire. Mais son corps était éblouissant, ses lèvres étaient rouges, il craque complètement. Il a décrit complètement. Il faut lire les textes. Angèle de Foligno, elle dit des trucs incroyables. Je disais tout à l'heure, j'avais fait un débat à Avignon, quand j'ai exposé ça à Avignon, et il y avait des curés intégristes du barreau. C'est un truc
qui m'ont reproché que c'était trop sexuel et tout ça. Et j'ai pris les textes, les livres de la procure, les livres catholiques, et j'ai dit je vais vous lire ce qu'elles disent. Voilà, et ils ont dû partir tellement. Je sais pas, là, j'oublie, Angèle Dufaux-Mignon dit l'hostie a le goût de la chair quand il s'écoule dans ma gorge. Vous voyez, des trucs vraiment, mais pire. Mais même simplement le texte, moi j'ai eu beaucoup de mal à finir ce travail à cause de cette contradiction. Vous voyez, à la fois ce qui m'intéressait, effectivement, c'est cette part de sensualité très grande qu'il y a dans leur texte. Donc dessiner j'ai beaucoup aimé dessiner des corps de femmes. J'avais trouvé une danseuse qui m'a servi de modèle absolument extraordinaire. Vraiment, mais comment j'ai eu du mal à passer du dessin. Vous avez peut-être vu sur les photos. Comment j'ai eu du mal à trouver comment exprimer plastiquement cette contradiction, à la fois le corps et le refus du corps. C'est que lorsque j'ai eu l'idée que quand je mets mes images dans les rues, elles sont travaillées par le mur lui-même. Et là, j'ai travaillé la forme des feuilles. Vous voyez, j'ai donné aux feuilles une espèce de fluidité, de légèreté, d'espace qui est en contradiction avec les dessins eux-mêmes qui sont charnels. Vous voyez, ce sont des sculptures creuses qui n'ont pas de corps, mais qui ont l'espace du corps. Ouais. Et ça, c'est un coup de génie parce que ça dit effectivement l'incarnation et la négation de l'incarnation. Ça dit les deux, enfin l'ensemble de leur désir qui n'a pas de but et qui n'a pas de poids, alors qu'il est si présent. C'est en ça que ça a quelque chose de magique dans l'expression. On en parle comme ça d'une manière relativement légère, mais ça a été un compagnonnage avec ces mystiques pendant quand même pas mal de temps. Et au début, étant mécréants l'un et l'autre et renforçant notre mécréance l'un par l'autre, on avait plutôt une vision un peu hystérie, Charcot, etc. Vous voyez, une vision critique de chacune de ces femmes. Et plus on est entré dans la proximité de leurs expériences et de leurs écrits, et moins il y avait de cette distance critique, et plus il y avait une sorte d'incompréhension finale, parce qu'elles ne nous ont quand même pas convertis, mais une immense sympathie pour ce type de pratique, et l'idée que ces mystiques-là sont les anarchistes de la religion. C'est-à-dire, et d'ailleurs, toutes ont eu les pires difficultés avec les autorités religieuses. Et Madame Guyon, elle a fait 5 ans de Bastille, sur l'ordre du cardinal de Paris. Donc, il y a aussi ça qui nous a intéressés, et il nous arrive d'en parler assez légèrement, mais on a beaucoup d'affection pour elle. Je tiens à le dire parce que je ne voudrais pas qu'on prenne ça et que ça glisse vers une sorte de gaudriole. C'est pas du tout ça. On a vraiment mené, et Ernest, on a vraiment mené l'ensemble du parcours avec une vérité réelle, pas factice. Ouais. Et tout est né de la lecture. Vous voyez même l'idée de l'eau. Beaucoup de gens, quand ils le voient ce grand plan d'eau noir comme une idée de plasticien, vous voyez, comme une chose presque décorative, parce que c'est intéressant. Le lieu, en général, je choisis des lieux très beaux, le lieu se reflète complètement dedans, les dessins basculent à l'envers dans le reflet, donc ça a l'air d'une réussite plastique assez splendide. Mais en fait, l'idée est née vraiment de la lecture. Pareil, ce travail sur les feuilles, vous voyez, je veux dire, ouais, je me suis tapé des textes chrétiens, je me suis tapé des trucs vraiment, j'ai beaucoup travaillé. Et puis, surtout, j'ai une grande complicité. D'ailleurs, le dernier livre, qui n'est pas ici, je ne sais pas pourquoi, je l'ai dédié à la danseuse parce que j'ai beaucoup travaillé avec elle. Voilà, donc on va le montrer. Oui, André faisait allusion, la dernière présentation, ça a été à Naples. Parce que le projet est né de mes lectures napolitaines. Et je les ai exposés dans l'hypogée, je dois vous dire qu'il y a 6 mois, je ne savais pas ce que ça voulait dire, de l'église des âmes du purgatoire de Naples, qui donne dans les catacombes, donc dans un étage intermédiaire entre l'église, où il y a les dorures, le marbre et tout, et les catacombes, ce sont les ossements. Voilà. Je vois qu'on me fait des signes sur le timing, on n'aura pas le temps pour d'autres questions. Avant de se quitter, j'aimerais quand même qu'on puisse entendre un texte d'André dédié à Ernest, si on peut prendre ce camp-là pour l'écouter. C'est un énorme poème, c'est une épopée. Non, c'est pas si long que ça. Mais, en fait,
Non. C'est le texte auquel faisait allusion Ernest tout à l'heure qui reprend la formule rimbaldienne de le lieu et la formule. Les hommes s'étaient mis à l'abri du ciel, avec des murs, des rues en labyrinthe, des palais, des usines, des banques, des boutiques, des musées. Ça ne s'était pas fait en une seule journée, mais c'était fait. À quelques îlots de sable près, quelques haillons d'altitude, quelques marais empoisonnés. Les yeux n'affrontaient plus le soleil, ne montaient plus jusqu'aux étoiles. Qui aurait pensé lever la tête? Qui aurait voulu lire dans le vide, se perdre dans les nuages? L'espace était semé d'angles droits, de sens interdits, giratoires, obligatoires, semé d'impasses. Les sédentaires s'étaient bâtis des chaises et des toits, des prisons et des portes. Horizon cloué, infini, fini, regard court, souffle étroit, âme frileuse. Il faisait souche en un parc plus petit qu'une peau de chagrin. Le bonheur n'était plus leur idée neuve, le bonheur baissait un peu l'abat-jour. Comment respirer par une aube carottée? Comment traverser les écrans du décor, réinventer la vue, rameuter l'inconnu? L'heure n'était pas tant à trouver du nouveau qu'à jeter la mémoire au vif des destinées, voire au premier présent venu. Toutes ces fresques sombres au-dedans des églises, tous ces tableaux arrachés, tous ces dessins encartonnés, on aurait dit les lingots de l'or du temps thésaurisé, planqués, mis au secret. L'ordre exigeait que ça dure, que ça coûte, que ça rapporte, que ça joue le jeu des princes, des bourgeois, des marchands. L'ennemi avait de la poussière sur les galoches, de la poussière dans les cheveux, de la poussière entre les dents, de l'ouragan au bout des gants, et les poches trouées, et le verbe chantant, car il n'est pire voyou que les vagants, les dispendieux, les amants de l'éphémère. La loi est une illusion bien pensante, code des valeurs frelatées, garant de la grille sociale. Elle congédie le réel, cadre le désir, sauf les apparences. Elle nomme le juste en désignant le rentable, le beau en exilant la beauté. Elle est le gage principal du spectacle qui a soumis le monde. Comment créer hors des termes de l'échange? S'inscrire en faux contre les faux semblants, placer le cœur et le sens hors d'atteinte. L'artiste peut être à la fois un déviant et un sage, un éveilleur, un brigand, mais qu'en est-il de sa visée, de son pouvoir, de son action, et quels sont ses outils? Iconoclaste qui ravage ou avilit, dandy qui dévoie ou parodie, mystique qui transcende, farceur qui passe à la caisse. Le veau d'or est sorti plus souvent qu'à son tour du ventre d'une vache enragée. Ce n'est pas assez d'être contre, pas assez de détruire ni de rompre. Il n'y a pas à ajouter du dérisoire au misérable, du bruit conceptuel au bavardage, du minimal au manque. L'art du refus n'est pas refus de l'art. Celui qui nie se doit d'user de tous ses dons, d'abuser de tous les legs. Avec Rimbaud, il cherche le lieu et la formule. Ernest Pignon-Ernest a pris ses marques en extérieur, à l'air libre, sur les façades, les devantures, les frontons. Ces marges de manœuvre s'ouvrent au cœur des villes, à hauteur d'hommes, de balustres, de fourmils, de fenêtres, de soupirails. Il va de nuit pour des offrandes gratuites, des stupeurs fragiles. Il colporte des images, de la colle. Ne laisse au hasard que l'imprévu de l'ombre. Il a des pratiques de rôdeur méticuleux qui connaît les arcades, les paliers, les portails, les cours sans miracle, les angles morts à exhumer. À l'aube, les passants entrent par mégarde dans un espace visité, un temps vertigineux. Comme si les supplices s'offraient à la lumière, les peurs à la conscience, les crimes à la roue de l'histoire. L'effraction n'y est qu'un dévoilement, la commotion qu'un coup d'œil. Les pierres d'attente ont hérité de dessins à la pierre noire qui distribuent tout l'héritage, tout le magot des mythes, tout le corps démembré des passions communes. Ce qui s'affiche n'a rien à vendre, rien à parier, rien à prophétiser et personne à soumettre. Vie est rendue au périssable, violence à la tragique usure du sacrifice quotidien. C'est une leçon de ténèbres en plein jour, quand une cave dégorge un mouton égorgé, quand d'un mur en lambeaux tombent 2 têtes tranchées, quand la Vierge se lamente sur un scooter en panne, quand les cadavres empruntent l'escalier de service. À Naples, le matin sent la lessive et l'ail.
Il y a de la cendre avant le feu, des langueurs marines, des pestilences et du sang qui ne pardonne pas. Il y a cette hantise partagée d'une apocalypse moite où la Camarde tue avec sa faux rouillée. Les ardeurs ici ont des reflets d'émeute, les rires un soupçon d'agonie, les fleurs un parfum de famine. Ernest Pignon-Ernest a choisi la cité en chaos, la trame la plus serrée de splendeur et d'outrage, de hautes légendes, de bas instincts, de beaux chromos. Il a livré au soleil comme une âme secrète, à la pluie et au vent, de vrais portraits enfouis. Il a restitué l'éternel au précaire, le religieux au profane, l'inestimable à l'indigent. Naples s'est trouvé au miroir de ses traces détournées, de ses croyances sans âge, de ses allégories. Merci.